Bonjour, chers sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris, des chardons, et encore une nouvelle vidéo sur le canari du 28. Et aujourd'hui, les amis, nous allons aborder en fait une vidéo question-réponse comme d'habitude. Donc la dernière, elle date d'il y a 2 mois, les amis. J'étais pendant mes vacances et puis aujourd'hui, on est en plein début d'hiver. Et puis j'ai remarqué que certains abonnés posent des bonnes questions, s'interrogent sur certains phénomènes qui touchent les élevages et qui touche les chardonnerets en mutation. Donc là, en l'occurrence, ça va être uniquement sur les chardonnerets en mutation, les amis. Donc avant de commencer quoi que ce soit sur la vidéo, les amis, je tiens juste à remercier le IE, donc éleveur indigène et exotique, qui nous a permis de profiter de 2 visioconférences animées par Jean-Michel Etarf, les amis. Donc une première concernant les tarins, une deuxième concernant les chardonnerets. Donc il y avait une forte communauté française, marocaine, algérienne, peut-être quelques éleveurs en Tunisie aussi qui se sont connectés à cette conférence. Mais par contre, vous n'avez pas manqué toute la visioconférence, les amis, puisqu'il va y avoir la partie 2 de cette visioconférence qui va rentrer un peu plus dans le détail des mutations et surtout des transmissions de mutations, des croisements entre le chardonneret et d'autres fringillidés, les amis. Donc vous pouvez toujours faire la demande pour la partie 2 de la visioconférence en contactant directement le club EIE sur Facebook, les amis. Contactez soit le président, soit Kamel, soit Amine. Vous pouvez aussi soutenir l'association Unicab, les amis, sur le site internet ou via Facebook aussi. C'est toujours bien de supporter et de soutenir une association qui se bat pour notre passion, qui se bat pour nos élevages, les amis. Donc ensuite, je vais revenir sur les questions. Donc on va essayer d'aborder les questions dans l'ordre de difficulté des questions. Donc tout d'abord, donc j'ai une personne, donc 2 ans d'élevage, donc ça fait 2 ans qu'elle fait de l'élevage de chardonneret et elle n'a pas de problème majeur dans son élevage, pas de maladie. Au début, elle a souffert un petit peu des pertes et puis au bout de la 2e année déjà, elle a travaillé qu'avec ses jeunes. Donc elle a eu moins de... Oui, en fait c'est toujours le conseil que je vous donne. Quand vous arrivez en fait à reproduire avec des oiseaux que vous avez achetés, peu importe, on ne dit pas si on les a achetés dans une animalerie, chez un éleveur, confirmé, pas confirmé, etc. Du moment où vous avez réussi une bonne saison de reproduction, encore une fois, une bonne saison de reproduction, ça ne veut pas dire 150 oiseaux, les amis. Ça veut dire des oiseaux, ça peut aller de 2 jeunes jusqu'à 10 jeunes, mais de bonne qualité, qui ne sont pas malades, qui ne nous ont pas donné du mal à les nourrir, par exemple, à les gaver ou à les traiter pendant la reproduction, la saison de reproduction. C'est déjà bien. Donc il faudra conserver quelques-uns de vos jeunes. Je ne dis pas qu'il faut conserver tous les jeunes, sinon on ne peut pas non plus garder tous les jeunes. Mais par contre, il faudra conserver quelques pièces de vos jeunes pour pouvoir en fait développer votre élevage. Il ne faut pas faire l'erreur de tout vendre. Ça, on en a déjà parlé, j'ai déjà abordé ce sujet-là. Et donc du coup, il y a un témoignage qui confirme qu'il a travaillé, en fait la première année, il a acheté des oiseaux, il a eu des pertes, donc forcément, les pertes concernant peut-être des oiseaux qui étaient déjà malades, il ne s'est pas rendu compte, il n'a pas pu les diagnostiquer, ou peut-être même des oiseaux qui étaient bien, mais pendant le déplacement, ça générait un stress, ils se sont mal adaptés à leur nouvel environnement, ou peut-être tout simplement il a perdu des oiseaux parce qu'il n'avait pas assez de recul, il n'avait pas assez d'expérience. Donc les premières années, quand on démarre l'élevage des chardonnerets en mutation, donc ça c'est des choses, il faut s'y attendre les amis, sauf si on est bien accompagné. Quand je dis bien accompagné, ça veut dire être dans des clubs pour bénéficier de leur expertise, de leurs conseils, être aussi dans des communautés sérieuses sur les réseaux sociaux, ou juste être accompagné par un éleveur qui s'y connaît. En cas où vous avez un problème, vous prenez votre téléphone et vous l'appelez directement, il faut qu'il soit aussi disponible. Voilà, donc là il me parle en fait d'un... Alors voilà, donc il me dit par contre dans mes jeunes, j'ai la 2e année il a utilisé ces jeunes et donc du coup parmi les jeunes qui sont nés chez lui, en fait la 2e année il y en a certains qui couvrent, certains qui couvrent pas, certains qui nourrissent et certains qui nourrissent pas.
Donc, chose que je vous ai partagée moi-même. Donc, après plusieurs années d'expérience sur l'élevage de chardonnay en mutation, aujourd'hui, j'ai toujours des femelles qui couvent, des femelles qui ne couvent pas, des femelles qui nourrissent, des femelles qui ne nourrissent pas. Mais par contre, moi aussi, je suis responsable. Pourquoi? Parce que je ne leur donne pas beaucoup de chance. Moi, comme vous le savez très bien, je travaille toujours avec des jeunes de l'année. Donc, je ne travaille pas avec des oiseaux qui ont 2 ans, qui ont 3 ans, qui ont 4 ans. Donc, j'ai fait le choix d'améliorer ma souche. Ça veut dire, chaque année, je vais récupérer les jeunes pour pouvoir faire mes compositions et puis améliorer les souches. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait. Donc je ne travaille qu'avec des jeunes, sauf si c'est une mutation qui est rare. Par exemple, les FAO que j'ai, ils ont 2 ans, nés chez moi. Et donc ça, c'est parce que le FAO est tellement rare, je ne peux pas en fait vendre mes reproducteurs. Et donc du coup, ça c'est un choix que j'ai fait, c'est-à-dire il y a eu des femelles et des mâles qui couvent et qui nourrissent et je me suis quand même séparé. Et d'autres qui nourrissent pas, qui couvent pas, je me suis quand même séparé. Mais par contre, il se peut que si je les avais utilisés une deuxième année, c'est-à-dire je les aurais gardés 2 ans, peut-être que j'aurais observé que ceux qui n'ont pas couvé, ceux qui n'ont pas nourri, ils ont fini peut-être par le faire la deuxième année, la troisième année. Mais encore une fois, en fait, la stratégie, c'est quoi? Ça fait 2 ans que je véhicule le même message, c'est il faut toujours donner aux chardons, peu importe, il faut toujours donner aux animaux leur chance. C'est-à-dire si par sécurité vous pensez basculer ou switcher les œufs ou les jeunes des chardonnays chez les canaris, ben, il faut le faire aussi dans l'autre sens. Ça veut dire il faut laisser aux chardonnays la chance de savoir et de connaître ce que c'est la couvée, ce que c'est le nourrissage, ce que c'est voilà, élever des jeunes, etc. Donc il ne faut pas hésiter à basculer cette fois-ci dans l'autre sens, les œufs des canaris chez les chardonnays, les œufs du chardonnay chez les canaris. Ça vous permet d'un côté de sécuriser vos œufs, si jamais les chardonnays, on sait très bien, des fois ils sont stressés, des fois le mâle il veut recocher la femelle, etc. Donc ça vous permet de sécuriser vos œufs fécondés ou pas, de toute façon vous ne le savez pas à l'instant T, et ça donne aussi aux chardonnays une chance en fait de construire une famille et de couver, de nourrir, etc., etc. Mais certains en fait ils n'ont toujours pas compris l'intérêt en fait de redonner des œufs. Il y en a qui sont venus chez moi et quand j'ai expliqué en fait ce que je fais, donc moi vous savez très bien, j'ai des chardonnays, ils ont nourri des canaris. Et j'ai eu l'année dernière des chardonnays qui ont nourri des canaris. Tous les ans en fait j'ai 1 ou 2 couples de chardonnays qui vont nourrir des canaris. Et ça veut dire, si je leur ai laissé en fait leurs œufs et leurs jeunes, ils auront nourri en fait leurs propres jeunes parce qu'ils font pas de différence entre un œuf canari et un œuf chardonnay. Et certains, quand ils sont venus chez moi, ils m'ont dit c'est une perte de temps. Donc autant refaire un tour en fait à chardonnay. Donc ces personnes-là qui ont cette réflexion ou cette remarque en fait n'ont rien compris au bien-être animal, les amis. N'oubliez pas que le chardonnay c'est un oiseau qui a un peu, je vais pas dire d'émotion, sinon on va me prendre pour un fou, mais il est assez intelligent pour connaître son éleveur, il est assez intelligent pour connaître son environnement, il est assez intelligent pour connaître aussi ses jeunes et sa communauté dans la volière ou dans la cage. Donc il y a une santé morale à garantir à ces oiseaux-là. Quand on leur enlève le nid, il faudra leur remettre un nouveau nid pour ne pas les choquer émotionnellement. Et moi, personnellement, j'ai vécu plusieurs fois, que ce soit chez les canaris ou chez les chardonnays, en fait, un couple qui s'entend super bien. Et quand je perds soit le mâle, soit la femelle, l'autre qui me reste n'accepte plus aucune femelle, n'accepte plus aucun mâle. Ça, c'est une raison pour vous montrer, certains l'ont déjà vécu, je pense que vous n'avez pas fait attention, mais essayez de revoir dans l'historique de vos élevages, les amis, vous aurez forcément une femelle qui a accepté un mâle et dès qu'on lui a enlevé le mâle ou on a perdu le mâle, elle n'a plus accepté aucun mâle, les amis. Ça, c'est une raison de plus pour vous dire attention, il y a une santé mentale aussi chez les animaux et surtout les chardonnays qui sont beaucoup plus intelligents que les canaris, les amis. Donc, pour répondre à cette personne-là, donc mon ami, je te rassure, en fait, même moi, j'ai tous les ans, en fait, des chardonnays qui ont nourri ou qui ont couvé l'année dernière qui ne le font pas cette année, les FAO par exemple, et d'autres en fait, des jeunes qui nourrissent, d'autres qui nourrissent pas, mais ça ne veut pas dire que l'année suivante ne vont pas faire la même chose. Moi, je ne me donne pas en fait cette opportunité de voir si les jeunes de 2 ans vont finir par nourrir ou pas, parce que je ne garde pas en fait les oiseaux qui ont
je ne garde pas en fait des oiseaux qui ne sont pas jeunes de l'année, les amis, parce que j'ai favorisé la fabrication des souches, l'amélioration des souches, l'amélioration des caractéristiques, au détriment bien sûr de ce plaisir-là de voir ces chardonnerets la première année qu'ils n'ont pas nourri, la deuxième année ils vont nourrir, etc., etc. Et donc il faut surtout pas penser, et si vous avez acheté ces oiseaux-là, il faut surtout pas penser que c'était une arnaque, parce que même l'éleveur qui vous vend des oiseaux, les amis, si c'est des oiseaux, des jeunes oiseaux, même lui, il ne sait pas s'ils vont. En fait, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas savoir si des jeunes ils vont couver ou ils vont nourrir, ou ils vont tout simplement s'accoupler. Donc ça, il faudra le vivre. Et même s'ils l'ont fait l'année dernière, ça veut pas dire, c'est pas une garantie qu'ils vont le faire. Il y a plus de chances qu'ils le fassent. Donc si ils l'ont déjà fait, c'est comme la bourse en fait. Si on l'a déjà fait, le couple a déjà couvert, a déjà nourri, il y a plus de chances qu'il le fasse l'année suivante. Par contre, c'est pas une valeur sûre, les amis. J'ai eu, par exemple, les FAO l'année dernière, ils ont nourri, ils ont couvé, et cette année, en fait, ils m'ont abandonné les œufs. Donc j'étais obligé, heureusement, c'était des œufs de Canaries, parce que j'étais obligé de basculer les œufs des FAO vers les Canaries, et les œufs de Canaries vers les FAO, les amis. Donc, il ne faut pas penser que c'est une arnaque du vendeur. Du moment où les oiseaux étaient en bonne santé, c'est-à-dire que ça ne vient pas en fait du vendeur ou de celui qui vous a donné les oiseaux, les amis. Ça, c'est le caractère spécifique de chaque oiseau qui fait cela, les amis. D'accord, donc ensuite, dans le même cadre de l'élevage, donc certains, ils ont déjà commencé à regarder les vidéos sur la chaîne concernant la préparation de la salle, la préparation des oiseaux, etc. Et donc, du coup, ils me disent, est-ce que la décoration, donc j'ai vu que les années précédentes, vous aviez décoré les nids et cette année, en fait, vous n'avez pas décoré les nids. Donc, effectivement. Donc, moi, je fais partie de ceux qui aiment décorer, en fait, la salle. Donc, je pense l'avoir dit soit dans une conférence, soit dans une vidéo sur la chaîne, les amis. La décoration des nids fait plaisir d'abord à l'éleveur. Donc, moi, j'aimais bien, quand je rentrais dans la salle, en fait, me sentir un peu dans la nature, donc avec des trucs plastiques, des fleurs plastiques, un peu de verdure artificielle, etc. Donc ça me faisait plaisir à moi parce que ça me remontait le moral et ça me boostait aussi la motivation de bien m'occuper de mes oiseaux, etc. Par contre, cette technique, elle vient de où, les amis? Elle vient des élevages qu'on a connus il y a 20 ans, 30 ans, où en fait on élevait des oiseaux capturés dans la nature. Les oiseaux capturés dans la nature, en fait, ils étaient rassurés avec toute la décoration qu'on faisait dans le nid. Sauf qu'aujourd'hui, 95% des éleveurs de majors en mutation en France élèvent des oiseaux qui sont nés, sélectionnés en captivité, les amis. Donc, ils n'ont pas le même comportement que les oiseaux sauvages, où il y avait un peu plus de stress à gérer pendant la saison de reproduction. Il fallait en fait les rassurer sur la façade, les nids sur la façade cachés, etc., etc. Mais voilà, donc la décoration des nids fait d'abord plaisir à l'éleveur. C'est pas indispensable, c'est pas nécessaire pour des oiseaux qui ont été sélectionnés en captivité sur plusieurs générations, les amis. La preuve, c'est que jusqu'à l'année dernière, j'ai toujours décoré mes nids, que ce soit bouvreuil, que ce soit verdier, que ce soit tarin, que ce soit chardonneret. Et cette année, par pratique, parce que quand on décore, il faut savoir quand on décore, en fait, toute la décoration cumule des plumes, cumule des tubes, cumule de la kératine, cumule des saletés, des défiantes, etc. Donc il y a en fait un nettoyage qu'il faut suivre quand on décore. Il y a forcément des poussiérages à faire toutes les semaines, etc., etc. Voilà, donc c'est une galère. Donc cette année, par pratique, comme je savais que j'allais pas faire deux tours ou un tour et demi, les amis, donc j'avais décidé de ne pas décorer, de faire un truc basique et j'ai pas eu de surprise en fait. Toutes les femelles, elles ont fait leur nid, toutes les femelles, elles ont couvé, donc il n'y avait pas besoin de les rassurer. Donc ça c'est une preuve comme quoi aujourd'hui il n'y a pas besoin de décorer. Si on travaille avec des oiseaux sélectionnés en captivité depuis plusieurs années, on n'a pas besoin de camoufler. Par contre, je ne dis pas que certaines espèces qui, malgré la sélection, malgré le fait qu'ils sont dans les élevages depuis 20 ans, 30 ans, il y a besoin aussi de camoufler parce qu'on n'est pas encore sorti de cet instinct naturel et en fait les oiseaux ne font pas encore confiance à l'humain, ne font pas encore confiance à la salle d'élevage. Par contre, je ne dis pas que décorer, je dis bien décorer n'est pas nécessaire pour les chardonnerets en mutation élevée et évoluée en captivité. Par contre, je ne suis pas en train de dire que
l'environnement n'est pas important. Pour moi, l'environnement est plus important que la décoration des nids. C'est-à-dire une salle spécifique dédiée aux oiseaux, c'est beaucoup plus important que avoir en fait une batterie d'élevage dans le salon, dans le couloir, et puis décorer le nid. On a beau décorer le nid, l'oiseau ne se sent pas en sécurité dans l'environnement. Donc on a beau à lui préparer un nid à l'abri machin, en fait déjà la cage elle n'est pas dans un endroit sûr. D'accord? Donc s'il faut retenir quelque chose, c'est que si vous travaillez avec des oiseaux d'élevage, il n'y a pas besoin de décorer le nid. Par contre, il faut être vigilant et veillant à ce que l'endroit où vous voulez reproduire soit en fait un coin tranquille, pas trop de passage, pas trop de bruit, etc., etc. Et il suffit juste de regarder en fait les thèmes qu'on a abordés sur cette chaîne-là pendant la préparation à la reproduction, les amis. Donc ensuite, les oiseaux. Voilà, donc les oiseaux, j'ai acheté des classiques. Mot classique ici dans le contexte, ça veut dire des non panachés. Donc encore une fois, le sujet de la panachure. Moi, je vous le dis clairement, les questions de la panachure ont existé depuis 40 ans, les amis, et ils vont toujours exister. La panachure, c'est un gène qui est très très compliqué à étudier, qui est très très compliqué à saisir. Donc c'est pour ça, moi ça ne m'étonne pas. Même moi à l'époque, entre guillemets, j'emmerdais les éleveurs, j'emmerdais en fait les gens du club parce que j'avais énormément de questions répétitives, etc. concernant la panachure avant de comprendre en fait le fonctionnement et la probabilité. Donc c'est pour ça connaître des lois mendéliennes de Darwin, connaître un petit peu le domaine de botanique. De toute façon, ceux qui veulent vraiment maîtriser les élevages, ils connaissent les lois de la transmission génétique. Et ils ont forcément fait un pied dans le botanique. Donc tout ce qui est botanique, donc l'élevage, en fait, la génétique chez les animaux, elle s'est inspirée de la génétique chez les plantes. Le botanique, c'est chez les plantes, les arbres, etc. Les spécialistes en génétique côté oiseau, ils ne sont pas partis d'une feuille blanche. Non, en fait, ils ont capitalisé de ce qui a été fait dans le botanique avec Darwin, et ils ont fait évoluer et formaliser en fait les règles de transmission génétique côté animaux, que ce soit les chats, les chiens, les oiseaux, etc. Donc nous, on a bénéficié déjà des études et des expériences qui ont été faites en botanique pour les transvasés côté aviaire ou canariculture, les amis. Et donc, du coup, il me dit, voilà, j'ai acheté des classiques issus de panaché. Donc, le mot classique ici, ça ne veut pas dire ancestral, ça ne veut pas dire couleur sauvage, ça veut juste dire le mot classique, ça veut dire non panaché. Donc, ça peut être des agates, des bruns, des isabelles. Donc, des mutations, mais qui ne sont pas panachées, mais qui descendent en fait d'un couple panaché. Donc, père gorge blanche, mère gorge blanche. Apparemment, il lui a envoyé des photos. D'accord, ok. Donc, c'est ce que je dis toujours. La panachure est un gène compliqué à saisir. Donc, on ne peut parler que de probabilité, les amis. Il y a plusieurs façons. En fait, il y a plusieurs écoles qui vous montrent comment calculer vos probabilités à avoir des panachés. À partir des gorges blanches, on peut faire du blanc, on peut faire du panaché, on peut faire du gorge blanche et on peut faire aussi des non panachés, les amis, c'est de la probabilité. Par contre, il est difficile de dire qu'à partir des gorges blanches, on va avoir un gorge blanche, un blanc ou un classique. Non, les probabilités que nous donnent les calculs et les règles mendéliennes, les amis, c'est quelles sont les possibilités qu'on peut avoir avec ce couple-là. Donc on peut avoir du non panaché, on peut avoir du blanc, on peut avoir du panaché. Et le mot panaché, ça veut dire quoi? Ça veut dire des angles blancs, ça veut dire des plumes blanches, ça veut dire une fève, une bavette. Je vous laisse regarder le chapitre les deux vidéos sur le chapitre de la panachure. Donc le mot panaché déjà, il peut se traduire d'une panachure minimum sur les ongles jusqu'à un panaché blanc. Donc ça, la règle mendélienne, elle vous dit juste, vous aurez des jeunes avec un gène panaché, vous aurez des jeunes blancs, c'est-à-dire panachure mais intégrale, et vous avez aussi ce qu'on appelle en fait des gorges blanches comme les parents. Mais par contre, les règles mendéliennes, et il n'existe aucune équation aujourd'hui, que ce soit scientifique ou dans les élevages, qui va vous donner exactement le chiffre. Un simple exemple, je vais mettre un agate sur une lutino, un mâle agate sur une lutino. On connaît tous, ce sont deux mutations liées au sexe, on connaît tous le résultat. Le résultat, il peut être agate et agate porteur de lutino. Donc les femelles, ils vont suivre le mâle, chapitre les mutations liées au sexe.
Donc toutes les femelles, elles seront agates comme le père, et tous les mâles, ils seront agates porteurs de lutino, la mutation de la mère. Donc la règle et l'équation mendélienne, qui est la plus connue aujourd'hui, la plus ancienne des règles de transmission, elle vous dit que vos femelles, elles seront agates, et vos mâles, ils seront agates porteurs de lutino. Elle ne vous dit pas que vous aurez dans la première nichée 2 femelles agates et un mâle agate porteur de lutino. Elle ne vous dit pas que vous aurez 4 femelles agates et pas de mâle. Elle vous dit juste la probabilité. Si vous avez des mâles, ils seront agates porteurs de lutino. Et si vous avez des femelles, elles seront agates, comme le père. Donc ça, c'est la loi mendélienne. Mais elle ne va pas vous donner le nombre de jeunes. Et là, les gens, ils se perdent dans les équations. Il n'y en a que 3. Il y en a 2. Donc lié au sexe récessif, mais la panachure, il y a une équation, mais par contre, on la multiplie par 2 parce que suivant le facteur. Est-ce que c'est un simple facteur, un double facteur, elle ne donne pas le même résultat. Donc à vrai dire, il y en a 3 et pour les puristes, il y en a 4 équations mendéliennes à connaître par cœur. Par contre, ces équations-là, et il n'existe aucune autre équation sur Terre qui vous donne le nombre exact des jeunes que vous aurez, le nombre exact de chaque probabilité. Ça vous donne un pourcentage de ce que vous pouvez obtenir dans vos gènes. Mais elle ne va pas vous dire vous aurez 2 ici, un troisième. Et tant que les éleveurs n'ont pas compris cette notion-là, en fait, vous n'allez jamais faire confiance à ces équations-là. Il faut prendre du recul. Il faut, quand vous paramétrez vos couples, il faut prendre du recul et dire, voilà, donc ce couple-là pourra me donner ou pourrait me donner ça, ça et ça. Ce couple-là pourrait me donner ça, 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 etc., etc., etc. Et quand vous sortez les nichés, vous comparez. Est-ce que vous êtes à 100% sur ce cas-là? Est-ce que vous avez 50 ici, 50 là? Mais ça reste des probabilités, ça ne vous donne pas le nombre exact de chaque. Il se peut que vous avez par exemple 5 jeunes, et sur les 5 jeunes, vous perdez un jeune ou vous perdez 2 jeunes, il vous reste 3 jeunes. Donc on ne peut pas donner un chiffre, les équations ne donnent pas un chiffre exact des jeunes, elles vous donnent les diversités que vous pouvez avoir, les diversités de mutations que vous pouvez avoir à partir d'un paramétrage de couple, les amis. Non, je ne sais pas expliquer autrement que ça, les amis. Ça, c'est le vraiment basique de chez basique. Et donc du coup, comme je l'ai dit, donc, lui il a acheté des noms panachés, issus d'un couple panaché, mais en fait ça reste des noms panachés. Donc si les angles ne sont pas blancs, s'ils n'ont aucun signe distinct comme quoi ils descendent d'un panaché, donc ça peut être une plume blanche, ça peut être une peau, donc une patte un peu blanche par exemple, les angles ils sont de couleur chair, mais par contre on a une tache blanche sur la patte ou une tache blanche sur le bec. Donc tout ça c'est des signes de panachure. Donc déjà avant de dire c'est des panachés, c'est pas des panachés, il faut s'y connaître. Parce que certains en fait n'ont pas encore intégré dans leur tête qu'une tache sur la peau c'est une tache de panachure. Un œil qui est rouge, moi j'avais déjà eu un brun qui descendait, une brune qui descendait, gorge blanche qui descendait d'une femelle tête d'aigle, celle qui est sur la chaîne, en fait le logo de la chaîne, c'était sa fille de la première génération. Elle avait un œil rouge et un œil brun, un œil pigmenté brun et un œil qui était rouge. Et donc même la personne de cette chaîne-là qui était venue la chercher, je ne sais plus si c'est en 2019 ou en 2018, en fait, elle n'y croyait pas. Quand je lui disais, en fait, elle avait un œil rouge, un œil brun, elle n'y croyait pas. C'est soit les yeux rouges et sur un panaché, et surtout pigmenté brun, on n'a pas ce truc-là. En fait, c'est juste parce qu'il lui manquait un peu de calotte, il lui manquait un peu de le masque ici, et la panachure, elle avait ciblé en fait toute cette partie-là. Donc elle avait du blanc ici, elle avait du blanc là, et puis elle avait l'œil d'un côté, je ne me rappelle plus, c'était l'œil gauche ou droit, il était dépigmenté, il était rouge comme les chardonnerets blancs aux yeux rouges. Et de l'autre côté, en fait, quand on la voyait du profil, un profil, c'était une panachée, elle n'avait pas beaucoup de masque, elle n'avait pas, et de l'autre côté, c'était une gorge blanche, parce qu'elle avait toute cette partie-là.
Je vais regarder si je trouve. Donc, je vous mettrai la photo ici. Si je trouve la femelle dans mes téléphones, j'ai plusieurs téléphones, des disques durs. Donc, si je la trouve, je vous mettrai la photo ici. Donc, travailler avec des panachés, ça ne veut pas dire qu'on a systématiquement des panachés. Il y a une probabilité de faire du non panaché. Ce sont les règles mendéliennes qu'on a balayées sur cette chaîne-là. Alors, la tête d'aigle, encore une fois, la tête d'aigle. Donc, la tête d'aigle, j'ai beau à faire des réponses, j'ai beau à donner un avis subjectif sur la panachure, il y aura toujours. Moi, ça me dérange pas parce que moi-même, j'étais un peu chiant à l'époque avec les anciens, et donc, du coup, voilà, le tête d'aigle, la vraie définition du tête d'aigle. Donc, le tête d'aigle, comme je vous ai expliqué, c'est un panaché, donc il rentre dans la catégorie de la panachure. Donc c'est un panaché, donc il a un gène dominant, mais par contre son gène il s'est traduit. Donc comme je vous ai expliqué, la panachure se traduit le minimum possible, c'est quelques zones blanches, parties cornées ou la patte ou le bec, jusqu'à intégral blanc, un panaché intégralement blanc. Donc en passant par les angles jusqu'au panaché blanc, bah, on passe en fait devant le tête d'aigle qui est juste avant le panaché tout blanc, les amis. Le tête d'aigle, c'est quoi? C'est juste un esthétique, un critère d'esthétique, comme le fasciato. Donc, on a dit que le fasciato, le masque qui s'arrête là, le gorge blanche, le masque qui s'arrête là, la fève, c'est vraiment étroit. Et le charpati, il a juste une tache noire ici. Et puis le tête d'aigle, en fait, on doit distinguer en fait toute la partie duvet, que ce soit sur la poitrine ou sur le dos, de la partie blanche panachée. En fait, c'est un critère d'esthétique. Voilà, il rentre dans une classe esthétique. En plus d'être panaché, il reste dans une classe esthétique qui fait qu'en fait, il a tout le haut. On l'appelle tête d'aigle, comme l'aigle royal ici. En fait, la traduction en anglais aussi, c'est tête d'aigle. En fait, il ressemble à l'aigle royal. Ça veut dire il a tout le corps normal, non panaché, et puis on arrive au cou. Du cou jusqu'au bec, en fait, la panachure, elle a ciblé cette tête-là. Donc, travailler avec un tête d'aigle ne va pas forcément vous donner des têtes d'aigle. Et c'est là où les gens ont investi dans un tête d'aigle et ils ont été déçus parce que dans les jeunes, ils ont trouvé des non panachés, des classiques non panachés, ils ont trouvé des gorges blanches, ils ont trouvé des charpatiers, etc., etc. Donc, vous serez peut-être déçus, mais travailler avec un tête d'aigle ne va pas forcément vous donner que des têtes d'aigle. Il pourra vous donner des têtes d'aigle et des non-têtes d'aigle. Des non-têtes d'aigle, ça peut être des non panachés du tout, comme ça peut être des fasciatos, etc., etc. Plus important, c'est que pour travailler les têtes d'aigle, il vous faut quelque chose qui vient du tête d'aigle. Donc du tête d'aigle ou du charpatier. Donc pour obtenir des têtes d'aigle, vous aurez besoin en fait d'un tête d'aigle, encore une fois comme la bourse. Pour avoir quelque chose, enfin, plus la courbe elle est vers le haut et plus elle aura de la chance de continuer vers le haut. Une fois qu'elle a chuté, il ne faut surtout pas se lancer. Voilà, donc c'est pareil. Donc on a besoin de travailler le tête d'aigle, il faut minimum partir d'un tête d'aigle. Donc on ne va pas arriver à un tête d'aigle en faisant du gorge blanche sur le machin, sur le fasciato. Voilà, donc pour travailler, pour avoir déjà un tête d'aigle, il faut minimum un tête d'aigle. Et quand on a un tête d'aigle, ça ne veut pas dire qu'on aura tous les jeunes tête d'aigle les amis. Donc maintenant parlons du détail du détail. C'est quoi un tête d'aigle? Donc je vous ai expliqué que tête d'aigle c'est une esthétique, la panachure, elle vient cibler en fait, à part le dos et tout ce qui est en bas c'est du pigmenté, mélanique. En fait toute cette partie-là elle est dépigmentée. C'est-à-dire l'oiseau il est coupé en deux parties, la partie lipochrome et la partie en fait mélanique qui est en dessous. Et dans cette configuration il y a deux écoles. Il y a les anciens qui préfèrent un tête d'aigle qui n'a aucune plume blanche, ni sur la queue, ni sur les ailes. C'est-à-dire, c'est un classique. Vous prenez un classique de là jusqu'à la queue, c'est un classique. Et puis, on casse cette couleur de phaomélanine avec un casque blanc. Donc, je vous mettrai une photo ici du net. Donc, les anciens, ils vont vous dire que c'est ça, un tête d'aigle. Il y a en fait, à travers les générations, les gens, ils ont triché pour arriver justement à un tête d'aigle, Et aujourd'hui, il y a autant de combinaisons. Moi si je fais le tour de mes amis éleveurs, dans mon cercle d'élevage, chacun, il a des têtes d'aigle qu'il obtient différemment. Donc, je m'explique. Donc, avant, le vrai tête d'aigle, c'est celui-ci. C'est-à-dire un oiseau vraiment sauvage. Et puis, il y a eu
une erreur d'ADN qui fait effacer en fait toute la mélanine. Quand je dis mélanine, c'est caroténoïde plus la mélanine. La mélanine brune, la mélanine noire, la phomélanine brune et la caroténoïde rouge, en fait le masque. Et puis, en fait, à travers le temps, quand les gens ils ont vu la rareté de ce oiseau-là, ils ont essayé de le reproduire avec ce qu'ils ont, avec les moyens du bord. Donc, ils se sont dit quoi? On va sélectionner des oiseaux pour effacer le masque, et puis on va le coller à une tête blanche. Donc, ça veut dire quoi? Une tête d'aigle qu'on avait vu tout à l'heure. C'est un oiseau qui n'a pas de calotte, et c'est un oiseau qui n'a pas de masque. Donc, pour enlever la calotte, on peut sélectionner des têtes blanches. Donc, un papa tête blanche, une maman tête blanche. Donc, les jeunes, ils seront tête blanche. Il faut bien savoir. Moi, je me suis fait avoir cette année, je vous ai fait une vidéo. 2 têtes blanches, ils m'ont donné quand même 2 sujets. Sur 5 sujets, 2 sujets qu'ils avaient en fait une pseudo-calotte. Donc là, c'est une erreur de sélection. Donc, je voulais tellement faire agrandir en fait le jaune. J'ai mis 2 têtes blanches avec du jaune. Et puis, je vous ai montré 2 sujets où ils avaient une calotte. Normalement, génétiquement, ça ne peut pas arriver. Mais voilà, j'ai fait une erreur de sélection qui a fait que 2 jeunes sur 5, ils avaient une calotte alors que les 2 parents, ils sont tête blanche. Donc ça, c'est de 2 côtés. Vous pouvez revenir voir la vidéo où je présentais ces 2 sujets. Et d'ailleurs, je n'ai pas gardé dans mon élevage. Soit j'ai de la calotte, soit j'ai pas de la calotte. Je ne garde pas une pseudo-calotte qui va m'abîmer les souches plus tard. Donc, laissons ce sujet-là de côté. Mais voilà, donc les éleveurs, ils ont voulu en fait avoir un atterrissage sur le tête d'aigle et ils ont pris quoi? Ils ont pris en fait un oiseau qui n'a pas de calotte, donc récessive, mutation récessive, et la femelle, elle n'a pas de calotte. Donc déjà, ils savent très bien que leurs jeunes, ils n'auront pas de calotte. Donc ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Il faut choisir certains critères. On fera peut-être une vidéo technique plus tard pour vous expliquer comment travailler le double facteur et comment travailler en fait la double mutation récessive. Je vous ai dit, quand on charge un oiseau avec beaucoup de mutations, on risque en fait d'abîmer des fonctions vitales ou des fonctions élémentaires ou de générer des erreurs. Enfin bref, je me suis bien documenté, j'ai contacté beaucoup d'éleveurs qui sont réputés, des éleveurs parisiens, des éleveurs dans le sud, etc. Et donc du coup, j'ai récolté quelques informations que je vais commencer à appliquer aussi chez moi les amis. Donc voilà, donc pour effacer la calotte, on prend 2 parents qui sont tête blanche. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester le masque. Et le masque, en fait, on va miser sur des panachés. Donc des panachés type charpati ou type des panachés qui ne sont ni charpati ni tête d'aigle, mais ils ont de la panachure sur la tête. Bah, c'est ce qu'on avait fait. Donc certains éleveurs, ils ont travaillé avec les moyens du bord, donc en prenant des oiseaux tête blanche déjà pour supprimer la calotte et en prenant en fait des oiseaux qui ont de la panachure sur le masque. Donc là, ils ont atterri sur un pseudo tête d'aigle. En fait, si vous le prenez, vous pouvez arriver au même résultat, sauf que celui qui a été obtenu en trichant, je vais dire trichant, vous m'excusez, donc même moi je l'avais fait, je vous montrerai une femelle que j'avais dans la volière et puis voilà, vous allez voir, c'est pas enfin on dirait que c'est une tête d'aigle, mais pour moi c'est pas une tête d'aigle. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai en fait la vidéo de ma femelle, que tous ceux qui viennent chez moi, ils pensent que c'est une tête d'aigle, mais c'est pas une tête d'aigle, les amis. Je vous expliquerai pourquoi à la fin de cette vidéo. Donc voilà, donc il y a le vrai tête d'aigle qui était apparu, qui a été fixé, et puis aujourd'hui les éleveurs de tête d'aigle, ils ont dans chaque niché des têtes d'aigle, chaque niché. Pourquoi? Parce qu'ils ont un vrai tête d'aigle dans les parents reproducteurs. Donc ils ont pas 100% des têtes d'aigle, mais ils ont des vraies têtes d'aigle. Il faut aller chercher ces têtes d'aigle là chez ces éleveurs là, parce que la panachure déjà, elle était difficile à fixer, mais maintenant qu'on a des éleveurs qui sortent de tête d'aigle de génération en génération, il faut vraiment aller chez ces éleveurs-là pour prendre la tête d'aigle. Et il y a ceux qui ont fabriqué leur propre tête d'aigle en travaillant les têtes blanches plus des panachés sur les masques. Donc une chance sur 10, ils tombent en fait sur un tête d'aigle, mais cette fois-ci leur tête d'aigle, comme ils ont pris des parents un peu plus tachetés et panachés sur le visage, sur le masque, ah bah en fait les panachures ils ont suivi sur les ailes, sur la queue, etc., etc. Et donc pour revenir aux 2 écoles, il y a l'école des anciens éleveurs, un classique, à partir de là, en fait divisé en 2 parties. Donc tout le corps, il est mélanique et à partir du cou jusqu'au bec, c'est l'hypochrome. Donc ça, c'est les anciens, ils vont vous dire, ça c'est un tête d'aigle. Mais si vous leur montrez le tête d'aigle avec des plumes blanches sur la queue ou sur les rémiges ou sur le machin, ou même du jaune, les amis, moi j'ai trouvé
des forums où les anciens refusaient de classifier quelques têtes d'aigle de têtes d'aigle anciennement par rapport à aujourd'hui, parce qu'ils avaient soit un double rouge derrière, soit des taches jaunes sur la poitrine. Quand vous avez des têtes d'aigle avec quelques pigments rouges derrière, ou avec quelques taches jaunes derrière, ou avec des têtes tristes qui sont un peu comme on avait vu, c'est-à-dire ils ont du gène de tête blanche dans leur gène, dans le génome. Donc nous on ne le voit pas, mais ils gardent des traces. La génétique ne trompe pas. La plume, elle ne peut pas nous mentir. Contrairement à un éleveur qui peut nous mentir, la plume de l'oiseau ne nous ment pas. L'intérêt d'avoir fait tout un chapitre technique sur la structure de la plume, sur les barbes, les barbules, le rachis, la réflexion de la lumière, etc., c'était justement pour vous introduire la mélanine et tous les effets visuels qu'on a à travers la lumière et les plumes. Donc maintenant, les éleveurs qui ont bien compris l'intérêt de la plume, ils ont bien progressé dans leur souche, ils ont bien progressé dans leur mutation, ils ont bien progressé en fait dans l'élevage des chardonnays et mutations. Et donc du coup, le tête d'aigle anciennement c'est celui-ci, et puis aujourd'hui on se retrouve avec des têtes d'aigle qui sont têtes d'aigle plus panachées dans quelques zones, etc. Donc il y en a certains qui aiment l'ancien mais pas le nouveau, d'autres qui aiment le nouveau, pas l'ancien. Moi je suis au milieu. Moi honnêtement, l'ancien, je le trouve dur déjà à reproduire, donc c'est compliqué de sortir un tête d'aigle qui n'a pas de plumes blanches ni sur les ailes ni sur la queue. Pourquoi? Parce que peut-être que tous nos têtes d'aigle ils ont été pollués. Mais je dis qu'en Italie, ils en ont des vraies têtes d'aigle. Et sur les petits chardonnays, c'est pas sur le majeur. Mais par contre, moi j'aime, donc là ça ne me concerne que moi, j'aime les têtes d'aigle qui ont une symétrie. Donc la panachure, c'est difficile d'avoir une symétrie, c'est comme l'arlequin portugais, et je vais faire une vidéo spécifique sur l'arlequin portugais. Donc il faut avoir une certaine symétrie, c'est-à-dire si l'aile droite est l'hypochrome, il faut que l'aile gauche soit l'hypochrome. Moi j'aime pas les têtes d'aigle qui ne sont pas symétriques, ou les têtes d'aigle en fait dans les taches où la dépigmentation elle est un peu en fait, c'est le bazar un peu sur leur duvet. Il n'y a pas une organisation, machin. Moi, j'aime bien les têtes d'aigle qui ont des plumes blanches, mais par contre, que ça soit symétrique pour justement favoriser ce critère d'esthétique. N'oubliez pas que le tête d'aigle, c'est un panaché, c'est pareil, il porte le même gène qu'un fasciato. Sauf que le tête d'aigle, il est favorisé par un esthétique. Donc, n'oubliez pas que le tête d'aigle, il est esthétique. Moi, je le préfère soit symétrique, ou soit, comme les anciens, ils disaient en fait, zéro plume blanche, là au moins c'est du vrai tête d'aigle qui n'a jamais été mélangé en fait à autre panache. Donc voilà les amis, et donc je sais qu'il y aura certains éleveurs qui vont répondre à cette vidéo, et c'est tout l'intérêt les amis, qui vont donner leur avis, ils vont peut-être me donner raison, peut-être me donner tort, mais c'est tout le charme de la panachure. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs, il n'y a pas beaucoup de professeurs qui ont mis les pieds sur le gène de la panachure, que ça soit chez les verdiers, que ça soit chez le chardonnay ou chez n'importe quelle espèce, parce que c'est un gène, que je répète encore une fois, très très compliqué à saisir, très très compliqué à étudier, même des éleveurs et des scientifiques ne sont pas mis d'accord, donc c'est pour ça, il nous reste encore cette liberté de s'exprimer, de partager notre expérience, on ne va pas se limiter à ça. Donc les amis, si vous êtes d'accord, vous me le dites, si vous n'êtes pas d'accord, vous laissez en fait votre point de vue. On va quand même les masques. Ouais, donc, il y en a un qui a vu en fait une vidéo dans laquelle je parlais du masque argenté, donc je vais répondre à cette question pendant la vidéo. Donc je vous ai promis avant la fin de l'année, je reviendrai sur les masques argentés. Donc j'ai suffisamment d'informations. J'ai regroupé les informations du net, les informations des forums, donc Belgo Forum, le V1 Forum. Voilà, il y a énormément le Skyrock aussi. Donc j'ai récolté toutes les informations du net et j'ai récolté les informations de 3 éleveurs de masques argentés. Donc je vais tout vous condenser, je vais tout vous compiler avant la fin de l'année. Ce sera peut-être le cadeau de Noël sur cette chaîne-là pour vous parler des masques argentés. Donc je ne vais pas aborder ce sujet-là, ça là. Donc juste avant de vous montrer en fait une femelle que j'ai dans l'élevage. Et puis la dernière personne qui est venue chercher en fait ces oiseaux, donc comme vous le savez, j'ai fermé la deuxième salle des canaris. Puis les femelles canaries, je les ai rentrées dans la salle des chardonnays. Les mâles canaris, je les ai mis dans la volière. J'ai tout partagé avec vous, je ne vous cache plus rien. En fait, il restait encore dans la volière
des perruches et des perroquets. Il restait encore quelques pièces de chardonnay, c'est des pièces de réserve, des pièces que j'ai pas envie de faire rentrer parce que voilà, ils se sont bien habitués au froid, c'est pas leur première année qu'ils sont dehors. Je laisse, moi, du moment où les oiseaux ne développent pas une coccidiose ou une gale dans la volière, je les laisse parce qu'ils deviennent de plus en plus résistants. Et elle, je l'ai sortie, pourquoi? Parce que j'ai mes loriquets en fait qui commencent à toucher un peu à tout et ils commencent à abîmer en fait les plumes des oiseaux. Donc il y a les grosses perruches qui savent se défendre et il y a en fait quelques chardonnerets qui ne savent pas se défendre et donc du coup les loris ils lui ont abîmé des plumes, donc je les fais rentrer. Je vais lui arracher les plumes, donc j'ai prévu une vidéo aussi pour vous montrer comment on arrache les plumes abîmées et puis je vous expliquerai le délai pour que les plumes elles ressortent et je vous montrerai aussi avant d'intervenir et après l'intervention. Voilà, et donc cette femelle-là, je l'avais rentrée. Et la dernière personne qui est venue chercher ces oiseaux-là, parce que je voulais absolument fermer la salle, elle m'a dit bah, vous avez une tête d'aigle, mais vous ne nous montrez jamais de tête d'aigle, les amis. Je vous montre jamais tous les oiseaux que j'ai. À ce jour-là, je pense à part les amis éleveurs qui viennent chez moi, vous ne savez pas ce que j'ai comme animaux chez moi, les amis. Voilà, je dis animaux parce qu'il n'y a pas que des oiseaux. Donc l'intérêt, c'est pas de faire n'importe quoi sur la chaîne, c'est de rester ciblé sur les oiseaux. De temps en temps, je vous régale avec des poissons, de temps en temps, mais j'ai vu que voilà, ces vidéos n'intéressent pas tout le monde. Donc c'était un test. Si ça a marché avec l'aquariophilie, de temps en temps, j'allais vous faire partager en fait une petite routine avec machin. Mais là c'est confirmé, on a une communauté autour des canaris et des chardonnerets et puis ça ne fait que confirmer en fait la communauté que je voulais regrouper autour des canaris et des chardonnerets. Donc du coup, cette personne-là m'a dit ouais, vous avez enfin la seule vraie tête d'aigle que j'ai eue, les amis, c'était en 2018 et c'est celle qui est sur la chaîne. Et je l'ai achetée chez un éleveur réputé à Paris. Je ne vais peut-être pas citer son nom parce qu'il est très très discret. Il est présent partout, mais par contre, il fait partie des anciens des anciens. Voilà, donc lui, il avait vraiment une bonne souche. Et cette femelle-là, elle m'avait donné la première année des non-têtes d'aigle, des panachés, des non-têtes d'aigle. La deuxième année, voilà, des charpatis. Moi, j'ai eu beaucoup de charpatis, mais j'ai pas eu en fait Si, j'ai eu des têtes d'aigle la deuxième année, mais c'est moi qui a abîmé la souche. Elle était classique, mais j'aurais dû garder classique. Le tête d'aigle est beaucoup plus charmant quand il y a la phéomélanine, quand c'est du brun. Maintenant, les gens, ils aiment le tête d'aigle en brun pastel. Moi, je suis moins fan de ça. Et voilà, donc le brun, le classique, le pastel, ça fait ressortir en fait la panachure et le fait que la tête elle soit toute blanche, les amis. Mais moi j'avais fait une erreur, c'est que je l'avais mise sur un mâle Emo que j'avais ramené de chez Chariv. Genre, je voulais faire ce que les autres ils pouvaient pas faire, mais j'ai compris pourquoi ils ne pouvaient pas faire. Les règles de la génétique, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc j'avais mal composé les couples et j'avais sorti en fait des femelles Emo et aminé et puis tête d'aigle on voit pas en fait, on voit pas la différence entre la couleur du dos et la couleur de la tête. Donc j'avais sorti, je pense cette année j'avais sorti 7 comme ça et puis voilà, j'avais arrêté parce que je me suis fatigué à faire des têtes d'aigle, acheter déjà, investir une femelle tête d'aigle. Après, par erreur de composition de paramétrage, j'ai sorti des têtes d'aigle, mais on dirait pas vraiment c'était des têtes d'aigle parce que j'avais pas en fait le recul que j'ai aujourd'hui. Donc le tête d'aigle, ça se travaille aujourd'hui sur des mutations qui sont beaucoup plus mélaniques, telles que le brun, si vous voulez rester dans la légalité, le brun, le pastel. Et le brun pastel, je suis moins fan. On dirait en fait que l'oiseau, il est toujours avant la mue juvénile. Donc je suis moins fan. Mais voilà, donc pour moi, le mieux, c'est le classique. Mais tout le monde ne peut pas garder le classique. Il faut un certificat. Mais plutôt, voilà, le brun qui ressemble un peu au classique ou bien le pastel. Il faut aller chercher des oiseaux qui ont beaucoup de phéomélanine qui va faire ressortir en fait la panachure sur la tête d'aigle, les amis. On ne va pas en dire plus. Je suis sûr que même si on a répondu pour la 3e ou la 4e fois sur les panachures, il va quand même y avoir des questions-réponses plus tard parce que ça va éveiller, en fait, cette vidéo, comme les anciennes, ils vont réveiller en certains des questions, peut-être des réflexes, peut-être l'envie de savoir un peu plus. Mais c'est du normal, moi-même, je suis passé par là. Les amis, le produit dont vous m'avez parlé, le Daflor,
Donc comme vous le voyez, il est bien entamé. Donc ça, c'était un cadeau d'un abonné l'année dernière, mais j'ai pas pu l'utiliser l'année dernière. Je l'ai utilisé à partir de la mue. Donc, mais voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est un complément alimentaire. Donc ils disent 3 en 1. Alors 3 en 1, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il purifie. Donc moi, j'ai beau à lire les compositions, les amis. Il y a de l'humidité, il y a de la protéine brute, il y a de la matière grasse, il y a du sodium. Surtout, ce que je retiens, c'est qu'il y a 2 acides aminés essentiels, la méthionine et la lysine, les amis. Euh, voilà, la lysine, c'est quoi? Ce sont les protéines végétales qui ont été digérées, voilà, qui donnent des acides aminés comme ça. Et puis la méthionine, c'est l'inverse, c'est la protéine animale qui a été digérée, les amis. C'est comme l'amidon aussi, c'est pareil. Voilà, donc il fait quoi? Il purifie. Donc il booste le système immunitaire. Ils sont là, les amis. Moi, quand je l'ai ouvert la première fois, il a une odeur forte. On dirait qu'il y a de l'ail, mais pas dans les compositions. Donc dans les compositions, ils vont utiliser les mots scientifiques pour protéger quand même le savoir-faire et le secret en fait de la formule. Mais par contre, il sent l'ail. Pour moi, il y a de l'ail, il y a du thym. C'est une solution pour purifier. Donc ce type de solution, on peut l'obtenir aussi chez nous avec du thym, du citron, du vinaigre de cidre, l'ail aussi, vous laissez mariner l'ail, etc., etc. Donc moi, j'ai pas vu d'évolution, j'ai pas vu de choses négatives dans mon élevage depuis l'utilisation et j'ai pas vu de choses extraordinaires parce que déjà, moi, mon élevage, je suis strict en fait sur l'utilisation des produits. Donc quand j'utilise un produit, je ne mélange pas. Donc au cas où ça ne marche pas, je sais que ça viendrait du produit. Donc là, j'ai utilisé ce produit-là depuis là et je sais que j'ai pas eu de problème. Voilà, donc si j'avais un problème et que je mélangeais les produits, je ne pouvais pas savoir si ça vient de ce produit-là ou d'un autre produit. Donc pour moi, il a le rôle d'un purificateur d'organes. Donc il booste le système immunitaire, il purifie peut-être les voies respiratoires, il purifie le foie, les reins, etc., etc. Donc c'est un peu le Medox, mais une autre formule. Medox ou d'autres marques font le même mélange comme je vous ai expliqué. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pendant le blanchiment, la période de 1 mois avant la reproduction, comme étant un blanchiment. Quand vous pouvez l'utiliser toute la semaine, par contre le dosage, donc vous faites attention, il faut vraiment minimum doser. Si vous l'utilisez 2 fois par semaine, c'est mon cas à moi, donc je mets 2 ml par litre d'eau 2 fois par semaine, depuis la sortie de la mue, les amis. Et puis, j'ai pas vu vraiment d'oiseaux malades, mais déjà, j'ai pas d'oiseaux malades, les amis, ou j'ai pas vu en fait un oiseau qui n'a pas supporté ce produit-là. Donc, moi, je ne peux que vous le conseiller, surtout qu'il a été déjà testé par Freddy Wagner. Et puis, il a donné un bon retour. Donc, moi, je ne l'ai pas acheté, mais je pense qu'une fois que j'aurai consommé ça, je vais quand même en racheter une autre. Voilà, tant que ça se passe bien, je vais l'utiliser. Et puis, rien qu'à l'odeur, il me rappelle en fait des produits. En fait, quand je l'ai senti la première fois, j'avais la même odeur. Il y a plusieurs années, j'avais fait mon purificateur moi-même. Je vous ai expliqué, on mélange 5 ou 10 machins, sauf que rien n'est contrôlé, il n'y a aucune posologie. On peut même brûler l'œsophage, on peut brûler en fait les parois intestinales de l'oiseau. Donc si vous partez sur des recettes, diluez-la, recettes faites maison, diluez, utilisez beaucoup d'eau pour pas brûler l'oiseau à l'intérieur. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo là, donc je vous mets quelques clichés de la fameuse soi-disant tête d'aigle. Et encore une fois, c'est pas une tête d'aigle, les amis. Premièrement parce qu'elle vient pas d'un tête d'aigle, mais elle vient d'un fasciato. Et le fasciato lui-même ne vient pas d'un tête d'aigle, il vient d'un fasciato. Donc ma souche de fasciato, tous les ans, il me donne un fasciato, un gorge blanche, et elle là n'est ni un charpati ni un fasciato, les amis, parce qu'il lui reste quelques miettes de rouge et quelques miettes de noir, les amis. Mais de loin, on dirait que c'est une tête d'aigle. Mais encore une fois, une tête d'aigle, il faut voir la génétique qu'elle a reçue des parents. Donc si l'un des parents est vraiment un tête d'aigle, il y a une possibilité que l'oiseau soit tête d'aigle, mais mauvaise qualité. Mais par contre, c'est un oiseau de travail qui pourra vous donner des têtes d'aigle dans les générations suivantes. Et si vous avez un tête d'aigle à partir d'un fasciato, à partir des gorges blanches, ou à partir de n'importe quel panaché, même s'il vous paraît que c'est un tête d'aigle, il ne faut pas espérer avoir des têtes d'aigle, sauf si c'est un coup de chance. Les amis, c'était Canal du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.